Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. La foire Saint-Martin sous haute sécurité à Pontoise cette année. Avec l'état d'urgence et la menace terroriste, la sécurisation de la fête foraine a été renforcée. Les explications dans ce journal. À Goussainville, une installation étonnante vous propose de voyager au cœur du sein. Une structure gonflable de 5 mètres de haut permet de découvrir l'intérieur d'un sein et surtout de faire de la prévention contre le cancer. Visite en fin de journal. C'est parti pour la foire Saint-Martin à Pontoise. La fête foraine a été lancée ce vendredi en présence des élus de la ville. Une édition particulière puisque la sécurité a été drastiquement renforcée et que le salon commercial n'existe plus. Florian Philippe s'est rendu à l'inauguration. Elle est finalement bel et bien inaugurée après plusieurs semaines de doute. La 846e édition de la foire Saint-Martin débute à Pontoise. Une fête sous haute protection, resserrée uniquement sur l'avenue François Mitterrand. Et les entrées sont filtrées par des forces de sécurité. Toutes ces mesures étaient obligatoires pour assurer la tenue de la fête. Nous avons beaucoup travaillé avec la préfecture pour établir les consignes applicables pour le déroulement de cette foire. Donc en ce qui concerne la ville, il y a eu des moyens supplémentaires mis en place. Et en ce qui concerne l'État, vous venez de le dire, il y a la force Sentinelle qu'on vient de voir passer. Et puis il y a des unités de police et une coordination entre les unités de police, la police nationale et par ailleurs les vigiles de sociétés privées de sécurité que nous avons engagés. Le programme est également allégé cette année avec la fermeture du hall Saint-Martin. Pas de foire commerciale, mais uniquement la fête foraine. 85 attractions ont été installées pour faire perdurer cette tradition pontoisienne. Ça fait partie du patrimoine de Pontoise, de l'identité de la ville. C'est la 846e, si je ne me trompe pas, cette année. Donc oui, c'était important qu'elle puisse se tenir, même si elle se tient en respectant un certain nombre, ce qui est bien naturel, de conditions de sécurité et où le périmètre est un petit peu restreint cette année. Si le programme est allégé, il en est également de même du calendrier pour cette année. La fête foraine aura lieu seulement 10 jours jusqu'au dimanche 13 novembre. L'Arena S ouvrait ses portes ce week-end. Après 2 ans de travaux, le nouveau bijou de la glace Cergy-Pontin a attiré les foules. Pour son premier week-end d'exploitation, 3151 entrées ont été comptabilisées sur ses 2 premiers jours d'ouverture. L'ancienne patinoire située à côté de la préfecture du Grand Centre a attiré en moyenne 500 visiteurs le week-end selon la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Vous pourrez retrouver toutes les infos pratiques, les horaires sur notre site internet vonews.fr. C'est une installation surprenante pour la bonne cause. À Goussainville accueillait ces vendredis et samedis une installation artistico-médicale, Voyage au cœur du sein, une œuvre visitable, imposante qui permet de découvrir l'intérieur d'un sein, mais surtout de prévenir des cancers autour de cet organe. Florian Philippe s'est rendu sur place. À quelques mètres de ce centre commercial de Goussainville trône une étrange installation. Cette architecture gonflable de 5 mètres de haut représente 2 seins. Cette installation artistico-médicale, comme l'ont défini ses créateurs, est visitable. À l'intérieur, un voyage au cœur du sein. Au niveau de sa structure, quel est l'intérieur d'un sein ? Alors pourquoi on va monter l'intérieur d'un sein ? Parce que c'est là où éventuellement on peut avoir un cancer du sein. Et on sait que le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme. Cette installation vise avant tout à jouer un rôle de prévention dans le cancer du sein. Son anatomie y est reproduite avec notamment les lobules et les canaux. Un cancer peut alors s'y développer. Traité à temps, il se guérit dans 90% des cas. Mais si le temps passe, il peut s'étendre. Si le cancer commence à envahir effectivement le sein, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses vont passer au travers des membranes du lobule ou du canal pour envahir le sein, ils peuvent coloniser ce que l'on appelle les vaisseaux lymphatiques. Ces vaisseaux lymphatiques, on en a dans tout notre corps. Et dans ces vaisseaux lymphatiques, il y a ce qu'on appelle la lymphe. C'est-à-dire c'est un liquide qui va permettre de véhiculer des cellules qui vont nous défendre contre tout type d'agression. Ces vaisseaux lymphatiques, comme il y en a dans tout le corps, dès lors qu'ils sont infectés par les cellules cancéreuses au niveau du sein, ils vont pouvoir éventuellement transmettre ces cellules cancéreuses dans d'autres lieux, comme le cerveau, comme le poumon, le foie ou les os. Ça veut dire qu'on va éventuellement avoir des métastases, des cancers secondaires. Il est très important d'intervenir donc avant
que ce système lymphatique soit colonisé. Une deuxième salle permet la projection d'un film de sensibilisation sur le cancer du sein. Avec cette installation, la ville souhaite toucher un public large. Ce qu'on a constaté, c'est que le dépistage du cancer, enfin le cancer en général, c'est un sujet assez tabou. C'est difficile d'en parler. Donc on met en place des actions type stand sur les marchés, où on va dans les structures, mais on n'arrive pas à toucher toutes les femmes. Donc on essaye de diversifier les moyens de communication. Et à travers cette action, on essaye de faire quelque chose qui va un petit peu être une action ludique et plus facile pour les femmes d'approche, un peu drôle, voilà. CPSVO, Prévention et Santé en Val d'Oise, chargé d'organiser le dépistage du cancer du sein sur le département, qui est à l'origine de cette initiative. L'association n'a pas choisi Goussainville au hasard. C'est la ville qui a le moins de participation au niveau des femmes pour le dépistage du cancer du sein. Au niveau du taux de participation, on est à 38% sur Goussainville en dépistage organisé. Donc c'est un taux qui est quand même assez bas. Et on s'est dit qu'au niveau des priorités, c'était peut-être plus avantageux de le mettre sur la ville de Goussainville. Et le but, c'était aussi de faire un événement intercommunal, c'est-à-dire y convier la ville de Sarcelles, Villiers-le-Bel, Gonesse et Garges-les-Gonesse pour en faire profiter tous les habitants des alentours. C'est la première fois que cette structure est déployée sur le Val d'Oise. En 2015, plus de 90 000 femmes du département ont été invitées par courrier à se faire dépister. Seuls 48% d'entre elles ont répondu à l'appel. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. La foire Saint-Martin sous haute surveillance à Pontoise cette année. Avec l'état d'urgence et la menace terroriste, la sécurisation de la fête foraine a été renforcée. Avec des fouilles à l'entrée pour sa 846e édition, la foire accueille cette année plus de 85 manèges et ce jusqu'au 13 novembre. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site internet veonews.fr. À demain. Pierre Carlot est le gardien d'une curiosité du village de Saint-Martin-du-Tertre, la Tour du Guet. Construite en 1840, elle fait alors partie du domaine du château de Franconville, situé à quelques centaines de mètres. La tour, d'une hauteur de 23 mètres, est édifiée par le maître des lieux, André-Jean Leroux, pour que sa fille Caroline bénéficie d'une vue imprenable sur la région. Saint-Martin-du-Tertre est en effet le village le plus haut du Val d'Oise. Actuellement, on est à l'altitude de 218 mètres, ce qui est le point culminant du Val d'Oise. Puisque ici, de la Tour du Guet, on peut voir Paris, la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, le Sacré-Cœur. Quand il fait vraiment très beau, avec un ciel vraiment très beau, on peut voir la façade du château de Villers-Cotterêts. Et là, il y a 50 km. La tour n'est pas qu'une coquille vide. Elle abrite aussi un petit musée consacré à une invention méconnue, le télégraphe aérien. Créé par Claude Chappe pendant la Révolution française, ce système de communication à base de signaux optiques sera le moyen le plus rapide de diffusion d'informations militaires ou administratives. Saint-Martin étant situé en hauteur, la ville sera choisie pour la première liaison expérimentale. Le 25 juillet 1793, un message de 29 mots est envoyé de Paris en passant par Écouen. Il mettra 11 minutes pour arriver à Saint-Martin, un record de rapidité pour l'époque. Le système du télégraphe, c'était donc une machine qui était composée de 3 éléments. Chaque élément est mobile. Il peut faire un mouvement vertical, horizontal, oblique droite, oblique gauche. C'est-à-dire qu'en réalité, Claude Chappe a pris 92 figures de cette machine pour composer donc de 1 à 92 chiffres. Ces chiffres étaient donc répertoriés sur un vocabulaire. Le système était donc de dire qu'un premier signal donnait le numéro de la page et le deuxième signal donnait le numéro de la ligne. On se reportait au vocabulaire et sur le vocabulaire, on avait « Bonjour monsieur, vous allez bien ». En 1844, plus de 500 tours Chappe quadrillent le territoire, couvrant un réseau de 5000 km, allant même jusqu'à Venise ou Amsterdam. Un an plus tard, l'arrivée de la première ligne de télégraphe électrique, plus rapide, plus sûre et ouverte au grand public, sonnera le glas des tours Chappe. La plupart de ces tours, comme celle de Saint-Martin-du-Tertre, vont disparaître. L'aventure du télégraphe optique aura duré un peu plus de 60 ans. De cette époque, il nous reste de nombreux messages, comme celui-ci.
datée de 1811. Ça, c'est la dépêche qui annonçait la naissance de l'Aiglon, le roi de Rome, le neveu de Napoléon Ier. Donc on voit donc que ces dépêches pouvaient indiquer que le bébé prenait le sein de sa nourrice. Ce message, il arrivait depuis Rome jusqu'à Venise par un cavalier et de Venise jusqu'à Paris par le télégraphe. La tour du Guet n'a jamais servi pour le télégraphe. Abandonnée au fil du temps, elle sera rachetée par la commune en 1989 et depuis 2007, elle accueille également l'Office du tourisme de la ville. Visiter le musée de l'outil, c'est rentrer dans l'univers d'un homme aux multiples facettes, Claude Pijard. Après avoir été carrossier, Claude revient à ses premiers amours, le travail du fer. Il ouvre sa forge et se met à collectionner les outils agricoles pour en comprendre les techniques de fabrication. Au fur et à mesure, la collection s'étoffe avec l'envie de partager ses deux passions. En 1977, il ouvre avec sa femme son musée de l'outil. Claude Pijard, c'est un collectionneur, mais avant d'être un collectionneur, c'est un forgeron. Et nous sommes dans sa forge, dans laquelle il a œuvré toute sa vie pour forger toutes sortes d'outils, toutes sortes d'objets en fer. Et cette forge ouvre, en fait, c'est la première salle qui ouvre les collections permanentes, le musée de l'outil créé par Claude Pijard. Enclume, hache, fer à gaufre, le musée présente 1500 outils artisanaux. Ils ont appartenu à des tonneliers, des sabotiers, des éleveurs ou des maréchals ferrants. Transmis de génération en génération, ces outils racontent le savoir-faire d'une société rurale tombée dans l'oubli. Le travail du fer et du forgeron y tiennent une place particulière. Le temps fort, j'allais dire, de cette collection, c'est cette collection d'enclumes, qui est quand même des pièces remarquables, puisque la plus ancienne enclume date du XIVe siècle, coulée dans la masse en fer. On a des pièces assez particulières, des C, un C comme la lettre C, qui est en fait l'ancêtre de la perceuse, pour percer un peu dans toutes les positions possibles des feuilles de métal. Aussi pratique qu'esthétique, ces outils ont une histoire, comme ce boutoir de maréchal ferrant, destiné à nettoyer le sabot d'un cheval. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le décor et la personnalisation de l'objet, parce qu'on voit en dessous de la poignée ici, une petite enclume percée d'un cœur, et l'extrémité qui se termine par la tête du cheval, avec la crinière joliment ouvragée, qui rappelle l'activité de l'artisan qui avait en main cet outil. Le musée de l'outil n'est pas qu'une collection d'objets, c'est aussi un jardin. Pour réaliser son Éden, Claude Pijard s'entoure des meilleurs pépinéristes de l'époque et ouvre son jardin au public en 1989. À l'origine, c'était une ancienne cour de ferme, donc il n'y avait rien. Et Claude Pijard a retourné littéralement cette cour de ferme pour créer ce jardin. On est vraiment dans la tradition du jardin de curé, avec toutes sortes de fleurs, roses, plantes médicinales, ce qu'on appelle les simples aussi, les plantes pour guérir. Et ce qui est étonnant dans ces allées, ce sont ces tonnelles, ce sont ces tuteurs, balconnières et autres qui sont forgés par Claude Pijard. Donc il y a la touche du forgeron dans l'espace jardin. Claude Pijard s'éteint en 2003, le conseil départemental rachète son musée. Après des travaux de restauration, il rouvre en 2011. Construit sur des termes gallo-romains, il est désormais rattaché au musée archéologique départemental de Guiry. Claude Pijard peut reposer en paix, son travail de mémoire ne tombera pas dans l'oubli.